Avec cette nouvelle vidéo, je me propose de nous inviter à observer notre attitude face à la vie, en général, face à tous les aspects de la vie. Et la question autour de laquelle va tourner mon propos de cette vidéo, c'est le pour et le contre. Quelle attitude? Observe ton attitude pour voir si en général, tu es contre les choses qui t'arrivent, tu es contre les choses que tu ressens, ou si en général, tu es dans un accueil neutre. Si on observe un peu ce qui se passe actuellement, il n'y a rien de nouveau. On a un virus, le coronavirus, on a eu le confinement, et ce sont des événements qui ne viennent pas créer des choses nouvelles, mais qui viennent faire émerger ce qui était déjà là. Comme par exemple la violence conjugale. On entend qu'il y a une augmentation de la violence conjugale à cause, ou moi j'ai envie de dire grâce au confinement. Une augmentation également de la maltraitance des enfants. Et pourquoi je dis grâce? Non pas parce que je suis pour la maltraitance, mais ou pour la violence en général, mais cette violence-là était déjà présente en ces personnes, sauf qu'elle ne se manifestait pas de manière aussi évidente, et qui aujourd'hui, vu la situation extrême, le fait que on soit obligé de rester entre nous, confinés, etc., fait que ce qu'on avait fui jusque-là, ce qu'on avait réussi tant bien que mal à réprimer, à refouler, à mettre bien au fond de soi, que ce soit par le remplissage de plein d'activités, le travail à outrance, tout ça pour se fuir soi-même, fuir ce qui nous fait peur, ce qui est inconnu en nous, etc. Et là, le fait qu'on soit obligé de rompre avec toutes ces stratégies qu'on avait mis en place pour fuir ce quelque chose à l'intérieur, la situation actuelle ne l'a pas créé, mais a aidé en fait à le faire émerger. J'ai eu donc envie de faire cette vidéo autour de cette problématique, si on veut l'appeler comme ça, après une communication avec une amie qui ne comprenait pas mon attitude, qui ne comprenait pas le fait que je sois tranquille, optimiste, positive, et que j'ai cette vision-là que je vais partager avec vous donc au cours de cette vidéo face à quelque chose d'aussi terrible. Et j'étais un peu surprise parce que c'est comme si elle était en train de me demander: mais pourquoi tu n'as pas peur comme moi? Pourquoi tu n'es pas en colère? Tu n'es pas en train de chercher quelqu'un à accuser, etc. Et donc après cette communication, j'ai eu envie justement de mener cette petite réflexion pour pouvoir éclaircir les personnes qui ne comprennent pas cette attitude de l'accueil. Et donc après cette communication, j'ai été plus attentive du coup aux choses qui étaient en lien avec cette problématique que soulève cette situation. Et en allumant ma radio, j'ai été frappée d'entendre ce refrain continuel qui revient sans cesse, et je pense qu'à la télévision c'est la même chose, pour vaincre le coronavirus, pour lutter contre. Donc du coup ce vocabulaire, il y a même votre président qui a dit nous sommes en guerre. Et effectivement, tout ce vocabulaire pour lutter contre, pour vaincre, etc., c'est un vocabulaire de guerre.
Et donc, du coup, ça m'a fait réfléchir. Et ça m'a fait voir l'état de conscience dans lequel est immergée la société actuelle, qui est imbibée de conditionnements, de croyances, etc., et qui a une vision très pessimiste de la vie, et qui du coup agit dans la vie avec cet arrière-fond de le monde est hostile, à dehors c'est dangereux, il y a des ennemis partout, l'étranger fait peur, et donc on érige des frontières, des murs en guise de frontières, on met des alarmes dans nos maisons, on met des alarmes dans nos voitures, on met des coffres-forts dans lesquels on cache, on protège nos objets précieux, etc. Et en fait, cet état de conscience, c'est un non. C'est un non, l'affirmation d'un non, d'un refus, d'une opposition à ce qui est. C'est une attitude générale. Non à ce que je ne connais pas. Non à ce qui m'est inconnu. Non à l'impréviste, à l'imprévu, pardon. Non. C'est comme si en fait la vie c'était un courant, le courant d'un fleuve, et que nous on arrive et au milieu de ce courant parce que il est un peu trop fort ou parce qu'il ne correspond pas à ce que nous on souhaiterait ou à ce qu'on imagine être le bien pour nous, on vient marquer notre refus en disant ce non, non je m'oppose. Non, je lutte, non, je suis contre, etc. Et ça, si vous observez les aspects de votre vie, vous allez voir combien de noms vous posez depuis très longtemps. Euh, si on fait un petit tour d'horizon, on peut le voir déjà au niveau, par exemple, médical, la relation qu'on a à la santé et à la maladie surtout. On a plus une relation à la maladie qu'à la santé. On va pas chercher à préserver sa santé. Aujourd'hui, c'est en train d'arriver. Hein. Je suis pas en train de nier que c'est vraiment en train d'arriver au grand galop. On commence à prendre conscience que peut-être il faut trouver des moyens de renforcer son système immunitaire, qu'il faut trouver le moyen de mieux se nourrir, d'avoir un style de vie plus sain, etc. On est en train d'y venir. Mais jusque-là, on avait cette relation plus à la maladie. Et donc, on est dans le contre. Des médicaments contre, des vaccins contre, donc voilà, on est dans cette attitude de je m'oppose avant tout. Avant de chercher à comprendre, avant de réfléchir, je dis non. Et par cette attitude du non, c'est de la résistance, hein, c'est je résiste. En fait, je me mets contre la vie. Je suis effectivement en guerre, mais moi tout seul, hein, tout seul face au flux de la vie. Et, et dans le monde intérieur, on agit de la même manière. Vous n'avez qu'à regarder les titres de livres dans les librairies de développement personnel ou de bien-être, etc. Vous avez très peu de pour, vous avez des contre. Donc, s'il y a un pour, il y a un gérer derrière. Pour gérer ou pour lutter. Pour lutter contre le stress, pour gérer les émotions, pour lutter contre l'insomnie, pour lutter contre la dépression, contre les peurs, etc. On est dans du contre, dans du je lutte, je suis en la vie est difficile, le monde est hostile. Et en fait, ce non, je disais tout à l'heure, c'est un non à la vie, mais en fait, plus qu'un non à la vie, l'origine de ce non, c'est non à la condition humaine qui est commune à tous les êtres vivants. Il y a naissance, vie, mort. Et dans la vie, au cours de la vie, avant la mort, il y a aussi la souffrance, la maladie, la vieillesse et la mort. Et en fait,
l'être humain, le seul, hein, parce que si on observe, les animaux l'ont pas, les plantes l'ont pas, les autres êtres vivants ne l'ont pas, à part l'être humain, parce qu'il est doté d'un mental. Seul l'être humain prétend nier cette réalité indéniable. Notre mort est inéluctable. Et il fait comme si il essaye en fait de l'éviter à tout prix. Donc les morts, les cimetières, on les met loin de la ville pour pas s'en souvenir, pour pas s'en rappeler, pour pas l'avoir sous les yeux. La vieillesse, on essaye de la conjurer comme on peut avec les crèmes anti-âge, avec la chirurgie esthétique, etc. Rester jeune à tout prix le plus longtemps possible. Et la maladie, on a les médicaments, on a les, les vaccins, etc. Donc je suis pas en train de dire bien mal, hein, je suis juste en train d'observer pour réfléchir ensemble sur tout ça. Alors que, je fais juste cette petite remarque, alors que dans la médecine traditionnelle chinoise, qui utilise, elle, le principe féminin, c'est-à-dire le principe de l'accueil, c'est, il y a cette réalité-là, je ne la nie pas, et je fais en sorte de m'accompagner le mieux possible dans, en connaissance de cause de cette réalité-là. Donc du coup, par rapport à la maladie, à la vieillesse, je ne vais pas essayer de conjurer ça, mais je vais faire en sorte de prévenir la santé, du moins la maladie, pardon, et donc du coup, en fait, de renforcer mon état de santé. Je vais faire en sorte de mieux vieillir en accompagnant, en connaissant les besoins du corps, etc. Et en aidant, en faisant ce qu'il y a à faire pour aider le corps à être en bonne santé le plus longtemps possible. Et donc, ça passe par la connaissance des herbes médicinales, la connaissance du fonctionnement de la circulation dans le corps, par les méridiens, par exemple l'acupuncture, aider l'énergie, les flux à circuler le mieux possible et le plus longtemps possible, le qigong et plein d'autres choses, le tai chi chuan, etc. L'ensemble en fait de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc on est dans dans cet état de conscience contre, et je voudrais partager avec vous cette expérience personnelle qui peut peut-être vous aider à voir plus clair. Donc ce que je partage avec vous, ce sont pas simplement des choses que j'ai étudiées dans des livres, des notions que j'ai apprises, ou un maître qui m'a enseigné, comme on enseigne à l'université, des notions intellectuelles à apprendre, à retenir, etc. Mais ce que je partage avec vous, ce sont vraiment des choses que j'ai expérimentées directement et des réalisations que j'ai encore à faire, et alimentées de lecture, de méditation, de réflexion, etc. Donc c'est pas juste des notions intellectuelles. Donc cet état de conscience contre, j'ai été très longtemps dans cet état de conscience, très petite même, très jeune. Donc très tôt, j'ai été contre mes parents, contre leur autorité, leur autoritarisme, contre l'éducation qu'ils voulaient m'inculquer. Ensuite, j'ai été contre le machisme, contre le sexisme. J'ai été féministe. J'ai fait partie d'associations, etc. Ensuite, j'ai été contre le système éducatif quand j'étais enseignant dans l'éducation nationale. Donc, j'ai adhéré à la CNT, le syndicat éducation des enseignants, en fait, libertaires, anarchistes. Et là, j'étais contre, en fait, c'est pas simplement là, je l'ai toujours été, hein, contre les inégalités en général, contre les injustices, contre le capitalisme, etc., etc. J'étais contre. Et j'étais très, très malheureuse puisque
plus j'étais contre, plus je renforçais et plus surtout je focalisais mon attention sur tout ce qui ne va pas. J'étais négative, en colère, même si par ailleurs j'étais quand même de nature joyeuse, etc. Mais je focalisais, j'amenais mon attention vraiment sur tous les aspects négatifs de ce monde, de cette société, etc. Et donc, il y a eu un moment où j'ai vu les limites de tout ça, et c'est grâce à un travail intérieur que je menais en parallèle. À l'époque, j'étais en psychanalyse, donc tout ce que je vivais à l'extérieur, je l'amenais sur le divan avec mon psychanalyste qui était une personne d'une grande réalisation, je pense, pour qu'il m'ait accompagnée aussi loin. Et donc là, je me suis rendu compte des limites de ce être contre, de cette lutte, de cette volonté de vouloir changer l'extérieur, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait ce contre quoi je luttais à l'extérieur, je l'avais à l'intérieur. Mais je le développerai juste à peine un peu plus loin. J'ai appris effectivement, avec ce travail intérieur, que ce contre quoi tu luttes, tu le renforces. Donc, je pouvais le voir, même si je ne le voyais pas à l'époque à l'extérieur, tout simplement parce que je focalisais mon attention sur tout ce qui était négatif, et c'est surtout visible à l'intérieur parce que si notre attention est focalisée sur la lutte, etc., on renforce tout ça. La clé, vous commencez à le savoir, c'est l'acceptation, l'accueil, pour arriver jusqu'au grand lâcher-prise. Et je voudrais vous rappeler l'histoire que j'ai racontée dans la vidéo intitulée Le recueillement. L'histoire du paysan avec son cheval, parce que c'est une illustration de ce que je suis en train de dire. Le paysan, il est dans ce lâcher-prise. Il a compris qu'il y avait quelque chose qui allait au-delà de son entendement, qu'il y avait quelque chose qui allait au-delà de son qu'il ne pouvait pas contrôler, en fait, qui lui échappait complètement. Et il s'est, au lieu d'être dans la lutte, dans l'opposition, il est dans le laisser aller. Le laisser aller et l'acceptation, l'accueil de ce qui vient et de ce qui part. Parce que dans cette situation-là du cheval, donc de ce paysan avec ce cheval, dans l'état actuel, l'état de conscience actuel, on aurait tendance à dire non. Mon cheval est parti, comme les villageois d'ailleurs, les villageois qui viennent le voir et qui le plaignent et qui le félicitent, etc. Lui, face aux mauvaises choses et aux bonnes choses, il est toujours dans cet état neutre. Ça va être ça, le sujet de cette discussion, de cet échange. On a un grand être qui nous a éclairé déjà il y a bien longtemps, et c'est pas le seul. Je pense à Jésus-Christ avec son aime tes ennemis. Donc on l'a peut-être mal interprété. Moi, la première, il y a quelques années, j'aurais compris aime tes ennemis à l'extérieur. Mais aujourd'hui, je sais que pour aimer ses ennemis à l'extérieur, il faut d'abord avoir aimé, du moins d'abord avoir vu que les ennemis étaient plus à l'intérieur qu'à l'extérieur et les accueillir. Et ces ennemis à l'intérieur, ils s'appellent euh, colère, peur, jalousie, envie, ressentiment. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Toutes ces petites choses qu'on n'a pas très envie de montrer aux autres, dont on n'est pas très fier, qui nous font peur aussi parfois. C'est la partie en nous qu'on aura envie de supprimer, de cacher, qu'on met aux oubliettes. Et qui, dans des occasions comme celle-ci, dans des occasions en fait un peu extrêmes, ça explose, ça fait un peu effet cocotte minute. Donc moi, je vous invite, le travail de connaissance de soi nous invite à ça,
au lieu d'attendre que ça fasse cocotte minute, que ça explose, de l'accueillir de manière progressive. D'oser aller à la rencontre de soi et d'aller rencontrer ces animaux sauvages, certains les appellent comme ça, ces petits démons intérieurs qui n'en sont pas en réalité. Ils sont tous liés à des blessures et ils ont juste besoin d'être vus, reconnus et accueillis et aimés comme nous dit Jésus-Christ. Et donc, quand on commence à avoir, en tout cas à prendre conscience de cette attitude, non contre ou alors oui pour, là on commence à s'ouvrir comme une fleur, à s'ouvrir et à expérimenter le pouvoir de l'accueil. Et si cette situation du coronavirus nous accompagnait à faire cette expérience-là? Si cette difficulté effrayante nous invitait à aller explorer au-delà de la peur, au-delà du contre, au-delà de la lutte, au-delà également de vouloir absolument trouver un coupable à accuser en dehors de moi pour éviter la responsabilité individuelle. Parce que là, cette situation nous invite aussi à tous individuellement réfléchir, méditer et prendre notre responsabilité. Parce que quand on commence à avoir une vision un peu plus ample, on se rend compte de combien il n'y a personne à accuser à l'extérieur, combien c'est simplement notre attitude face à la vie, notre vision qui est, donc la vision qui est à amplifier et l'attitude qui est à modifier en passant du contre à pour. Je lis surtout parce que j'entends plus grand-chose puisqu'on il n'y a plus trop de rencontres mais j'entends aussi parce qu'il y a des choses aussi par vidéo que je consulte. On entend tout et n'importe quoi. J'ai une sœur qui est chercheuse scientifique aux États-Unis pour les vaccins justement contre le cancer et avec qui j'ai eu des échanges assez houleux. Et effectivement, si on s'arrête à vouloir comprendre le pourquoi du comment, c'est important, hein, il faut le faire pour se faire à peu près une idée, mais il n'y a pas forcément de réponse. Et le fait de voir toutes ces opinions qui divergent, qui s'opposent, etc., de ne pas savoir, par exemple, je ne sais pas, juste l'exemple du masque. Là, on nous impose, donc en France, il n'y avait pas de masque au début. Le Maroc en a fabriqué plein. Ça me fait sourire hein, parce que je viens du Maroc et c'est assez rigolo que le Maroc ait réussi à fabriquer ces masques. Après, à quelles conditions, à quel prix, sur quelle personne, etc. Ça, je ne suis pas allée voir. Donc, tant qu'il n'y avait pas de masque, les masques ne faisaient pas du bien, ils étaient utiles que pour les gens malades, etc. Ensuite, ils ont eu leurs masques et d'un seul coup, les masques sont devenus presque obligatoires dans certaines situations parce que pour protéger l'autre, etc. L'histoire des vaccins, c'est pareil. Et en fait, les scientifiques se contredisent eux-mêmes et on ne sait plus, la personne commune ne sait plus où donner de la tête, ne sait plus quoi faire. Elle est prise par cette peur, et ça m'a fait penser parce que ce ne sont que des opinions. L'essentiel nous échappe, l'essentiel nous dépasse.
tant qu'on est, parce que c'est ça en fait le suc de cette discussion, c'est toujours la même chose. Tant qu'on reste dans la dimension de l'ego, donc on est dans le contre, dans la lutte, etc., on se sent séparé, tant qu'on reste dans la dimension de l'ego, on n'a que des idées, des opinions, parce qu'on a une vision partielle. Quand on découvre la dimension de l'être, et donc on quitte la dimension de l'ego, là on commence à avoir une vision plus ample et à voir sa responsabilité individuelle. Si on a un cœur sincère, un mental sincère, et qu'on souhaite réellement comprendre les choses, on souhaite réellement euh, contribuer à apporter plus de joie, plus de paix, plus d'amour dans son cœur et dans le cœur des êtres autour de nous, euh, c'est ce chemin-là qu'il faut décider de prendre. Aller à la rencontre de soi pour découvrir qui on est véritablement, avoir cette vision plus ample et du coup avoir une vision plus claire de la situation, des choses à faire, à agir, etc. Moi, je me pose la question, par exemple, de la Suède. La Suède, le seul pays dans le monde qui a choisi le non-confinement. Donc, pourquoi? Et je me pose la question par rapport à nous, aux pays qui ont été confinés. Qu'est-ce que ça dit de notre maturité? Qu'est-ce que ça dit de notre responsabilité? Parce qu'on le sait très bien, ce virus se transmet par la salive, le contact, etc. Même si on était limité au niveau des sorties. Pourquoi il a fallu imposer des règles? Pourquoi il a fallu imposer un couvre-feu même? Parce que on a un niveau de maturité très bas et qu'on n'est pas responsable. On manque de bon sens. Donc, du coup, on a encore besoin de ces règles. On a encore besoin, parce que j'entends des personnes qui se plaignent, etc. On perd nos libertés, on est en train de nous enlever nos libertés. Mais de quelle liberté on parle? La liberté d'aller contaminer l'autre ou se contaminer, etc. La liberté, j'y reviendrai peut-être un peu plus avant, parce que ça mérite aussi une discussion. Donc par rapport à cette divergence, en fait, tant qu'on est dans l'ego, on n'a que la vision d'une petite partie du tout. On n'a qu'un fragment. Et donc du coup, on ne peut rien décider de choses constructives à partir de ces fragments. Ça me fait penser à une histoire, les 6 aveugles avec l'éléphant. On a 6 aveugles qui décident un jour de rencontrer pour la première fois un éléphant pour savoir à quoi il ressemble. Et donc tous s'approchent de cet énorme animal et le premier touche la jambe et dit: «Ah, ça y est, j'ai compris, l'éléphant est une poutre». Un autre tâtonne, commence à toucher et arrive à la queue. «Mais non, mais tu dis n'importe quoi, un éléphant ressemble à un serpent». Le troisième tâtonne aussi sur l'éléphant et arrive au niveau du flanc et dit: «Mais enfin, mais vous avez du mal à, vous avez un problème de perception. Un éléphant, c'est comme un mur». Le quatrième arrive aux oreilles, dit: mais vraiment, mais je comprends pas, comment vous pouvez vous tromper à ce point? L'éléphant, c'est un éventail, c'est comme un éventail. Et ainsi de suite. Et ensuite, quand ils ont tous terminé, ils se mettent à se disputer. Mais enfin, mais comment tu peux dire une chose pareille? Mais moi, je te dis. Et là, si on regarde la situation, si vous regardez un peu les échanges, par exemple, qu'il peut y avoir sur Facebook ou ailleurs, ou même à la télévision, j'imagine, c'est un peu ça. Ce sont plein de personnes aveugles qui ont une petite parcelle de la vérité ou de la réalité et qui se chamaillent avec l'autre qui a une petite parcelle, et en fait ça mène à rien, ce sont des disputes vaines, ce sont des échanges vains.
Et donc, pendant qu'ils se disputent, ces aveugles, il y a un sage qui passait par là et qui les voit et qui leur demande le pourquoi, la raison de ces disputes. Donc, il lui explique, et là, le sage comprend et les rassure en leur disant, vous dites tous, tout est vrai, tout ce que vous dites, c'est vrai, seulement, c'est juste qu'une partie de la vérité, c'est pas la vérité entière. L'éléphant, c'est toutes les parties que vous avez touchées, c'est pas simplement une partie touchée par l'un ou l'autre. Cette histoire est très éclairante sur notre capacité de percevoir la réalité tant qu'on la voit à partir de l'ego. Et comme je disais tout à l'heure, à mon sens, ce qui nous a éloignés autant de la réalité telle qu'elle est, c'est l'ignorance. Le Bouddha le dit très clairement. Et la plus grande ignorance, c'est la mort et le après la mort. Donc, comme j'ignore ce qu'est la mort, parce que, et ça vaut, et on a pu le voir dans cette situation-là, ça vaut pour les religieux, pour les athées, par contre, ça ne vaut pas pour ceux qui ont découvert qui ils sont. Les personnes tranquilles que j'ai vues pendant cette période, les personnes euh, oui, qui ont traversé, qui sont en train de traverser cette période de manière sereine, ce sont ceux qui ont découvert ou qui sont sur le chemin de la découverte de qui on est vraiment. Les autres, les religieux par la croyance, le je crois et le je ne crois pas, étaient tous, ou même les spirituels, les soi-disant spirituels qui ont une connaissance du monde spirituel très large, mais qui n'ont pas réalisé grand-chose à l'intérieur, ils étaient tous pas très à l'aise, on va dire, pas très à l'aise. Et en fait, cette mort qui nous fait peur depuis la nuit des temps et qu'on essaye de mettre de côté, de faire comme si elle n'était pas là. Ça me fait penser à une histoire bouddhiste. C'est une très touchante, une histoire vraiment très touchante qui peut parler à tous les cœurs humains. C'est une mère avec son enfant, avec un bébé euh, qu'elle aimait énormément. Et ce bébé, quand il commençait à faire ses premiers pas, mourut. Elle est complètement anéantie et elle cherche par tous les moyens de trouver des remèdes pour le faire revenir à la vie. Elle n'accepte pas la perte de cet enfant et donc elle va de médecin en médecin jusqu'à ce qu'un sage lui conseille d'aller trouver le Bouddha, cet être réalisé qui pourrait peut-être l'aider. Donc elle va à la rencontre du Bouddha et elle lui expose son problème en lui demandant s'il pouvait lui faire un remède pour faire revenir à la vie son fils. Et le Bouddha lui dit que sans problème, il peut tout à fait lui fabriquer, lui préparer un remède, mais que par contre, il a besoin d'une poignée de graines de moutarde et il faut qu'elle prenne une graine de moutarde par foyer qui n'a jamais connu la mort. Donc elle retrouve de l'espoir, elle est soulagée et elle part de ce pas avec son enfant dans les bras, de porte en porte, de village en village. Ça a duré des mois et des mois et elle demanda donc cette graine de moutarde dans chaque foyer. Et dans chaque foyer, bien volontiers cette graine de moutarde, mais à la question si la mort était passée par là, ils acquiescèrent tous. Ils ont tous
Ils ont tous connu la mort d'une mère, d'un père, d'un grand-père, d'un fils, d'un frère, d'une sœur, d'une grand-mère, d'un serviteur, etc., etc. Aucun foyer, elle n'a trouvé aucun foyer qui n'avait pas connu la mort. Donc là, elle réalise par elle-même que la mort n'épargne personne, et elle revient bredouille auprès du Bouddha. Et là, le Bouddha lui dit, avec une compassion infinie, tu pensais être la seule à vivre un deuil d'un être cher, alors que la loi de la mort fait que personne n'est épargné de l'impermanence. Tous les êtres vivants sont sous la loi de l'impermanence. Donc cette femme, cette découverte, cette révélation n'atténue pas la douleur qu'elle éprouve pour la perte de ce bébé, mais par contre, elle accepte le destin, l'universalité du deuil, le destin de tous les hommes. Et c'est ça qu'on a à découvrir dans un premier temps, que la mort, de redécouvrir en fait, de regarder en face cette réalité, que on est tous amenés, on va tous dans cette direction-là, vers la mort. Moi, je vous le dis par rapport aux découvertes que j'ai faites, mais c'est à vous de les faire. La mort n'existe pas, la mort n'est pas réelle. Ce qui meurt, c'est pas qui je suis, c'est ce que je crois être. Mais tant que ce sont que des mots, ça ne changera pas votre vie, ça ne vous aidera pas. Moi, je vous le dis, peut-être qu'un jour je vous raconterai mes découvertes, mais je partage avec vous juste cette bonne nouvelle parce que c'est la nouvelle des nouvelles. Et je suis hyper reconnaissante d'avoir pu faire cette découverte pour moi et pour l'humanité entière. Donc avant de faire cette découverte-là, c'est d'abord de retrouver son bon sens. Tout ce qui naît meurt. À partir du moment où il y a naissance, tu es né, je suis né, ce que je crois naître est né. À partir du moment où il y a eu naissance, il y a vie et il y aura mort. Alors à quoi bon faire comme si de rien n'était, comme si ça n'existait pas? Et donc, pourquoi ne pas s'en occuper? Ne pas s'en occuper dans le sens de se poser les bonnes questions. Pas de combien j'ai d'argent dans mon compte, pas de qu'est-ce que je peux faire pour gérer mes peurs, pour gérer mes émotions, pour gérer, pour contrôler, etc. Comme si les émotions, l'état intérieur était de l'argent qu'on gérait en banque. Commencer en fait à donner de l'importance, de la valeur à la vie, à ma vie, à ce que je suis en train de réaliser ici. Comment j'utilise ma vie? Est-ce que je suis là simplement pour gagner ma vie, on dit d'ailleurs, gagner de l'argent avec un travail que je n'aime pas et acheter des choses, etc. Ça serait, c'est très limité. On ne peut que souffrir, on ne peut que être mal avec juste cette partie de la réalité là. Et donc par rapport à cette découverte de que la mort touche tout le monde, de l'impermanence, il y a un auteur qui m'est revenu à l'esprit que j'ai étudié il y a vraiment très 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 longtemps, mais il m'a marqué par ce passage-là. Comme vous le savez, donc j'étais enseignante d'italien et j'ai étudié pendant des années la littérature et la culture italienne. Et c'est Giacomo Leopardi. Giacomo Leopardi, c'est un auteur-poète italien du 19e siècle, reconnu comme l'un des plus grands après Dante Alighieri. Et le passage qui m'a toujours accompagnée,
c'est un passage de les petites œuvres morales. Et c'est un dialogue, les petites œuvres morales, ce sont des dialogues, en fait, des dialogues en général, il est vu en fait comme un auteur pessimiste. Il trace une vision très pessimiste de son siècle, et c'est une critique assez acerbe des mœurs d'alors, etc. Par contre, il y a ce passage-là où, parce que le mérite des grands auteurs, c'est qu'ils écrivent à partir de leur réalisation, de leur vie, et pas simplement de l'extérieur. Tout grand auteur, il parle de l'intime pour parler à l'universel, on dit. Et donc c'est le dialogue de Porphyre et de Plotin. Et Porphyre souhaite se suicider, et en fait l'échange dans le dialogue, c'est le sens de la vie. Quel sens a la vie? Est-ce que vaut mieux se suicider ou pas, etc. Et Plotin et Porphyre donc sont amis, et à la fin du dialogue, Plotin exhorte son ami Porphyre à ne pas se suicider et à rester en vie au nom de l'amour et de l'amitié que lui portent donc Plotin et d'autres amis. Et il met en avant je vais essayer de je vais essayer de retrouver le passage. Voilà. Donc c'est en italien. Je vais essayer je vais juste vous dire quelques. Donc il lui dit: vivons, mon cher Porphyre, encourageons-nous, aidons-nous l'un l'autre, accompagnons, donnons-nous la main l'un à l'autre, tenons-nous compagnie l'un à l'autre. Voilà. Donc en fait, il l'exhorte à la solidarité face à lui il dit le destin tragique, il est loin d'être tragique. Quand on découvre qui on est, il n'y a rien de tragique. La mort n'a rien de tragique, bien au contraire. Et donc il lui parle de solidarité réciproque. On a tous à faire face à ce destin. On a tous à vivre avec cette conscience de cette condition humaine, au nom de l'amitié, au nom de la solidarité, de la fraternité. Tu ne peux pas te suicider, parce que c'est comme si en fait tu nous abandonnais, et ça m'avait énormément marqué, parce que c'était une période où j'étais dans les questions existentielles, j'étais dans une dépression, dans un mal-être incroyable, et j'avais beaucoup aimé, ça m'avait beaucoup parlé, cet élan de vie, cet élan de serrons-nous les coudes, nous sommes tous dans la même barque, encourageons-nous. Et en fait, Leopardi, dans ses écrits, parce que c'était une recherche par l'écriture, il se découvrait en fait petit à petit. En découvrant donc cette condition précaire, il la peint très bien, je crois que c'est vers la fin, juste avant sa mort, par une poésie qui s'appelle Le genêt ou la fleur du désert, où il décrit en fait cette fleur, ce genêt, sur les pentes du Vésuve, donc il l'appelle le désert, dans un climat aride, difficile, comme un peu les conditions dans lesquelles on vit en ce moment, même si il faut pas non plus exagérer. Et en fait, il découvre et il l'exprime par cette poésie-là, ce genêt, même s'il est dans un désert, donc dans une situation extrême, très difficile, elle trouve quand même la force, et c'est parce que on découvre que ce destin est partagé par tous les autres êtres, on entre dans la compassion. On entre dans l'amour, la compassion, la piété, si on a envie de dire, sans parler de termes religieux. La piété, le mot latin ne me venait plus, c'est pas grave. La compassion envers ses frères et ses sœurs. Et donc ce genêt, pour consoler le désert,
Donc pour consoler l'humanité autour d'elle qui vit cette difficulté-là, elle émane son doux parfum. Et c'est un peu ce que vit aussi cette femme avec son fils quand elle découvre que la mort a visité toutes les maisons. Elle éprouve de la compassion. Et cette compassion vient atténuer la douleur que l'on peut vivre, expérimenter dans cette vie. Elle la rend moins lourde, moins pesante. Et quelques années plus tard, donc ce texte Leopardi, je l'avais étudié dans le contexte de la préparation du CAPES, du concours pour être enseignante. Et je me souviens qu'on avait reçu un très très bon professeur qui venait de l'université Federico II, je crois, de Naples. Et ça me changeait des enseignants un peu rationnels de notre faculté française. Et cet Italien, après je sais pas s'ils sont tous comme ça, mais il était dans la passion et il était vraiment dans le partage de cette littérature qu'il avait étudiée, mais avec le cœur. Et là, j'avais déjà commencé à voir la différence, à voir ce qui est fait avec amour, ce qui est fait avec le cœur et ce qui est fait avec simplement la tête rationnelle. Ça n'a rien à voir. Ça n'a strictement rien à voir. On passe pas du tout la même chose. Et donc à cette période-là, donc quand j'avais fait quand j'avais étudié ce texte-là, cette observation m'est restée. Elle m'est restée encore jusqu'à aujourd'hui puisqu'elle est revenue pendant cette période. À la fin de ma psychanalyse, je m'occupais surtout de mes rêves avec le psychanalyste. Toutes les séances tournaient vraiment autour des rêves que je faisais. Et vers la fin, je rêvais très souvent de mon grand-père maternel, qui était un grand être, mon grand-père maternel que j'ai quitté trop tôt, malheureusement, de mon village du Maroc. Et je pense que c'était mon premier maître spirituel, je le découvre maintenant. C'était vraiment un grand être qui m'a donné énormément. Et donc dans ce rêve, à la fin de ma psychanalyse, j'étais dans une angoisse terrible par rapport justement, comme je disais tout à l'heure, par rapport à cette perte de sens, à cette recherche de donner du sens à qui je suis, à ce que je fais, à la vie, etc. Et il était venu me voir donc dans mon rêve avec moi j'étais dans cette angoisse et il me dit en arabe la solution à ton angoisse c'est la fraternité avec tes frères. Et donc je m'étais réveillée super bien, donc j'avais eu l'intuition que c'était la solidarité, il l'avait dit en arabe, c'était Jawad, et ce terme je le connaissais pas du tout, c'est de l'arabe classique, et j'ai demandé en fait à des amis, à l'époque j'avais des amis marocains qui connaissaient bien la langue arabe, marocain, je suis marocaine aussi, mais je suis marocaine qui a grandi en France, je suis marocaine, italienne, française, bref, j'ai pas la maîtrise de la langue marocaine, de la langue arabe, pardon. Et donc ils m'ont confirmé que c'était bien, que ça existait, Jawad, et que c'était la solidarité. Et donc là, c'est revenu pendant cette période. Quand on est mis face à l'inéluctable, on entre dans la compassion, dans le partage de notre situation avec les autres, et donc on rentre dans la fraternité. Et de là, j'ai pensé au beau slogan français de la République française, liberté, égalité, fraternité. Et j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo pour pas alourdir le message de cette vidéo-là. Donc cette vidéo-là, je vous ai juste montré l'état de conscience dans lequel on est, c'est-à-dire celui de s'opposer. On est contre, on est en lutte, on veut vaincre, on est en guerre, d'accord? À l'extérieur et à l'intérieur.
Et tant qu'on est dans cet état de conscience-là, on renforce ce contre quoi on s'oppose, ce contre quoi on lutte. On ne fait du coup que nourrir, entretenir, renforcer la souffrance. On est dans la dimension de l'ego. Et le premier passage pour aller au-delà de l'ego, c'est de commencer à tourner la caméra et d'aller vers le pour. Par exemple, je sais pas, je vous donne un exemple qui me vient comme ça, un exemple. Donc pendant cette période, j'ai voulu aller voir un peu ce qui se passait à la télévision, que je ne regarde pas depuis un moment, aller voir un peu ce qui se disait dans les journaux, etc. Et je l'ai fait une fois et ça n'a pas duré très longtemps parce que j'étais sur le journal télévisé. C'était le journal télévisé italien. Je suis désolée, mais je pense que le français c'est exactement pareil. Je précise quand même parce que il y a peut-être, ouais, bref. Et et c'était une journaliste, une femme qui parlait. Je sais pas trop ce qu'elle disait, c'est pas ça que j'ai retenu. J'ai retenu surtout la vibration de la peur. Une vibration qui est venue directement dans les tripes, dans mon ventre, et qui a réveillé, qui nourrit en fait, qui alimente l'angoisse, la peur. Quelque chose vraiment, c'est vibratoire. Et là, j'ai éteint. Non pas parce que j'avais peur qu'elle m'angoisse, etc. Je suis au-delà de, je peux pas être influencée de manière aussi, c'est plus aussi facile de m'influencer. Par contre, c'est une responsabilité que j'ai. Je choisis de quoi je me nourris. Je choisis de nourrir la sérénité, de nourrir l'amour, de nourrir la paix, de nourrir la joie. Et donc du coup, je fais en sorte de fréquenter le plus possible des personnes, des situations, oui, des choses qui me permettent d'alimenter ça. Et ça, c'est notre responsabilité individuelle. Tu es ce que tu manges, on dit. Tu es ce que tu écoutes, tu es ce que tu regardes, tu es ce qui tu fréquentes, etc. À nous de devenir responsables, à nous de devenir maîtres chez soi. Et donc, on passe donc du contre à pour. Et le pour, donc, c'est j'accueille. J'accueille tout ce qui est. J'éprouve telle émotion, etc. Je m'y oppose pas, je l'accueille, je la regarde en tout cas. Je fais pas comme si elle n'était pas là. La situation, elle est ce qu'elle est. J'accueille en fait le moment présent. Le moment présent est ce qu'il est. Et là, quand on commence à être dans l'accueil, on rentre dans l'état neutre. Le cœur vide, la conception chinoise parle du Xin Chu, Xin Xu, Xin Xu, le cœur vide. C'est un cœur qui n'attend rien, qui ne critique rien, qui ne met pas d'étiquette, qui accueille ce qui est. Mais pour qu'il soit vide, il faut qu'il ait regardé à l'intérieur de soi. Parce qu'il y a énormément de choses qui remplissent le cœur du passé. Et en général, c'est pas des jolies choses. Et cet état de réalisation, donc qui n'arrive pas comme ça du jour au lendemain, hein, mais qui arrive par un long travail de connaissance de soi, nous fait voir que tant qu'on est contre, tant qu'on est, parce que en fait, ce qui nourrit, ce qui motive, ce être contre, être dans la lutte, c'est la peur. L'émotion racine, c'est la peur. J'ai énormément peur, donc du coup, parce que je me sens séparée, donc je me sens hyper fragile. Et pour survivre, je dois lutter, je dois toujours être dans le combat, dans le chercher à vaincre, être plus fort qu'eux, etc. Quand je suis là, en général, je suis très rigide à l'extérieur parce que ça me donne l'impression d'être fort. Et à l'intérieur, il y a un vide sidéral.
il n'y a pas de sécurité intérieure, il n'y a pas de force, il n'y a pas de centre. On a juste une rigidité très forte à l'extérieur et on va chercher des choses pour remplacer pour remplacer la sécurité intérieure que je n'ai pas. Donc je vais aller chercher une sécurité dans un travail, même s'il me plaît pas, une sécurité dans des relations, même si je suis pas bien avec ces personnes-là. Je vais chercher une sécurité dans l'argent, dans le matériel, etc. Quand on a fait assez de travail et qu'on commence à arriver dans le pour, en général, on est plus souple, plus souple, plus chaud, plus mou, plus doux à l'extérieur, et on a une sécurité, une force intérieure à l'intérieur. On a trouvé notre centre. C'est la très belle image chinoise qui parle de la barre de fer dans du coton. J'ai ma confiance intérieure, qu'on peut appeler la foi, j'ai ma force intérieure, je suis connectée entre le haut et le bas, et du coup, j'ai cette force qui me permet d'accueillir les mauvaises choses et les bonnes choses. Ce n'est plus la peur qui me motive, c'est un cœur ouvert avec l'amour. Et l'amour, c'est la force. Si je suis dans l'amour, je n'ai plus peur qu'on me fasse du mal. Je n'ai plus peur d'être humiliée, d'être maltraitée, d'être contredit, etc. Je suis en contact avec qui je suis vraiment. Et je finirai juste par cette jolie histoire de Nasruddin, pour donner peut-être une indication à ceux qui veulent absolument trouver quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort face à la situation actuelle, la gestion, etc. Nasruddin, en fait, c'est un personnage comique utilisé par les soufis pour déconstruire le mental rationnel de leurs disciples. Et c'est un sage un peu fou qui a plein de rôles, qui a plein de fonctions, etc. Et là, notre Nasruddin, il est qadi, c'est un juge dans un village. Il vient d'être élu qadi. Et donc il y a une victime qui vient se plaindre du voisin et qui lui expose les faits. Et là, Nasruddin lui dit tu as raison, mon ami, c'est toi qui as raison. Ensuite, l'accusé prend la parole à son tour et expose son point de vue, et Nasruddin est à nouveau convaincu. Il lui dit toi aussi tu as raison, mon ami, tu as raison. Et il y a la femme de Nasruddin qui passe. Il y a plusieurs versions, hein, chacun choisit la version qui lui parle le plus. Parfois c'est le greffier, moi j'ai envie de prendre la version de sa femme qui était pas loin, qui surveillait un peu comment travaillait son mari en tant que nouveau juge. Elle l'entend et elle va le voir, elle lui tire la manche de sa chemise. Elle lui dit mais enfin Nasruddin, qu'est-ce que tu racontes? Tu viens de donner raison à l'accusé et à l'accusateur, c'est pas possible, ils peuvent pas avoir raison tous les deux. Et là il regarde sa femme et lui dit oh très chère femme, toi aussi tu as raison. Soyez comme Nasruddin, soyons comme Nasruddin. Allons au-delà des points de vue de qui a raison, qui a tort. Choisissons d'être heureux.